À la une de l'actualité, les Philippins se rendent aux urnes ce lundi à l'occasion des élections de mi-mandat, grâce auxquelles le président Rodrigo Duterte espère renforcer son pouvoir. Le dialogue entre l'armée et le mouvement de contestation au Soudan a repris ce lundi dans l'espoir d'aboutir à une transition politique. Et puis en Mauritanie, le Conseil constitutionnel a adopté ce dimanche la liste définitive des 6 candidats à l'élection présidentielle du 22 juillet prochain. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. Bienvenue à tous. Les Philippins ont commencé à voter ce lundi pour des élections de mi-mandat qui devraient donner les coups de franche au président Rodrigo Duterte, et ce pour potentiellement mettre en œuvre ses promesses de rétablissement de la peine de mort et de réforme de la Constitution. Une foule d'électeurs patientait ce lundi matin à l'extérieur des bureaux de vote avant même leur ouverture pour pouvoir participer aux élections de mi-mandat grâce auxquelles le président Rodrigo Duterte espère renforcer son pouvoir et ainsi concrétiser son projet de rétablir la peine de mort dans le pays. Au total, 61 millions de Philippiens sont appelés aux urnes pour ces élections. Plus de 18 000 postes sont en jeu, dont la moitié des sièges de la Chambre haute du Sénat, qui a servi de rempart contre certaines des politiques les plus controversées du président Rodrigo Duterte. Je suis pour l'administration, mais j'ai aussi voté pour quelques-uns de l'opposition, pour qu'ils puissent vérifier et créer un équilibre. J'espère que dans ces élections, les dirigeants changeront la manière dont ils s'occupent du système de paix et de sécurité. C'est très important de voter parce que c'est pour la plus jeune génération qui votera bientôt aussi à son tour, comme mes enfants. J'espère qu'ils feront pareil. Aujourd'hui, nous allons voter pour nos dirigeants et espérer que ça aidera à en finir avec la corruption. Les résultats des élections locales devraient être connus quelques heures après la fermeture des bureaux de vote à 18h heure locale et 10h GMT. Les noms des nouveaux sénateurs et députés seront probablement annoncés en fin de semaine. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a assuré ce dimanche que son Congrès national africain allait tirer les leçons de sa victoire en demi-teinte aux législatives du 8 mai dernier. Il a également promis de créer des emplois, éradiquer la corruption et changer le parti. L'ANC au pouvoir depuis 1994 et le président Cyril Ramaphosa ont célébré leur victoire dans les rues de Johannesburg ce dimanche. Le parti a en effet remporté le scrutin avec 57,5% des voix au niveau national. Devant une foule de militants devant le siège de l'ANC, le président a remercié les électeurs qui lui ont fait confiance. Mais il s'est dit conscient de la perte de vitesse du parti qui passe pour la première fois sous la barre des 60% lors d'une élection générale. Cyril Ramaphosa a, à plusieurs reprises, affiché sa volonté d'écrire une nouvelle page avec l'ANC. Camarades, c'est une nouvelle ère qui commence. Nous allons faire les choses différemment, nous allons être efficaces, nous allons nous assurer que la croissance soit injectée dans notre économie et nous allons inviter les investisseurs pour qu'ils viennent ici. Avec ce score en demi-teinte et le taux de participation assez bas, Cyril Ramaphosa estime que le parti a appris la leçon et a entendu les électeurs. Le président a aussi évoqué sa volonté de faire le ménage au sein du parti, mais pas sûr que les poids lourds, toujours pro-Zuma, lui laissent le champ libre. Cyril Ramaphosa a pris la tête de l'ANC en décembre 2017, après que le parti eut limogé Jacob Zuma, impliqué dans des allégations de corruption qu'il nie.
En Mauritanie, le Conseil constitutionnel a adopté ce dimanche la liste définitive des 6 candidats à l'élection présidentielle du 22 juin prochain, dont celui du parti au pouvoir Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed, compagnon de toujours du président Mohamed Ould Abdelaziz. N'ayant reçu aucun recours contre la liste provisoire des 6 candidats à l'élection présidentielle du 22 juin prochain qu'il avait publié le 9 mai dernier, le Conseil constitutionnel mauritanien a décidé ce dimanche de les maintenir. Ce scrutin devrait marquer la première passation de pouvoir entre un président sortant et son successeur, élu dans ce pays qui a connu de nombreux coups d'État de 1978 à 2008. Ancien général arrivé au pouvoir par un coup d'État en 2008, élu en 2009 puis réélu en 2014, Mohamed Ould Abdelaziz ne peut se présenter au terme de son second mandat qui s'achève en août. Militaire de carrière, entré dans l'armée en 1978, le candidat au pouvoir est un très proche de Mohamed Ould Abdelaziz, avec lequel il a participé à 2 putschs en 2005 et 2008, date à laquelle il est devenu chef d'état-major, avant un passage au gouvernement comme ministre de la Défense de novembre à mars 2018. Face à lui se présente notamment l'ancien chef du gouvernement de transition, Sidi Mohamed Ould Boubacar, soutenu par une coalition comprenant le parti islamiste Tewassoul, principale force d'opposition, et des petites formations dissoutes faute de résultats électoraux suffisants issus de la majorité, arrivé en 2e position avec seulement quelques 9% des voix lors de la présidentielle de 2014, boycotté par les principaux partis d'opposition. Le militant anti-esclavagiste Biram Ould Da Ould Abed est de nouveau candidat. Selon un décret gouvernemental publié jeudi dernier, la coalition des candidats de l'opposition qui réclamait le vote des militaires le même jour que les civils a obtenu gain de cause. La campagne électorale se déroulera du 7 au 20 juin. En cas de second tour, il se tiendra le 6 juillet prochain. Ce journal se poursuit au Soudan. La reprise des discussions entre l'armée et le pouvoir. L'armée au pouvoir et le mouvement de contestation sur la transition politique prévu dimanche aura finalement lieu ce lundi. C'est ce qu'ont annoncé des porte-paroles des 2 partis. Le dialogue entre les militaires au pouvoir au Soudan et le mouvement de contestation reprend ce lundi dans l'espoir d'aboutir à une transition politique. Au point mort jusqu'ici, les discussions sur le transfert du pouvoir à une autorité civile auraient initialement dû reprendre ce dimanche à l'initiative de l'armée, avait annoncé la veille l'Alliance pour la liberté et le changement ALC qui réunit les meneurs de la contestation. La réunion prévue pour ce dimanche aura lieu lundi, a déclaré l'un des porte-paroles de l'ALC, Rachid Al-Saed, qui n'a pas précisé les raisons de ce report. Mais selon des sources au sein de l'ALC, il a été demandé par les composantes de la coordination afin d'achever des consultations internes avant la rencontre avec le Conseil militaire de transition. Des milliers de manifestants campent depuis des semaines devant le QG de l'armée à Khartoum pour demander au Conseil militaire, qui a pris les rênes du pays après l'éviction du président Omar el-Béchir le 11 avril dernier, de céder le pouvoir à une administration civile. Les pourparlers entre les dirigeants de l'ALC, fer de lance de la contestation, et le Conseil militaire butent sur plusieurs points. Les 2 parties divergent notamment sur la composition d'un organe appelé à remplacer le Conseil militaire. L'ALC veut qu'il soit dominé par les civils, tandis que l'armée cherche à ce qu'ils comprennent une majorité de militaires. Les généraux au pouvoir veulent en outre garder la charia, loi islamique, comme source de la législation. En République démocratique du Congo, la faculté de médecine de l'Université de Kinshasa a organisé ce week-end sa première porte ouverte du Centre de génétique humaine. Les précisions.
Tout a commencé par une conférence animée par ces deux professeurs spécialistes en génétique devant une salle des corps scientifiques et des ONG de santé. Ces spécialistes veulent faire connaître au monde que la République démocratique du Congo mène aussi les recherches avancées sur la génétique. Après cette brève conférence, une visite guidée est organisée dans le laboratoire du génétique humain où les matériels ainsi que leurs importances ont été dévoilés aux participants. Bien qu'une première porte ouverte, la population congolaise devait étendre sa connaissance sur la génétique, car pour le professeur d'Ivry de l'Université de Leuven, cela relève une grande importance dans la progéniture congolaise. Je crois qu'on est sur le bon chemin et on doit continuer à suivre ce chemin, former des gens, introduire des analyses génétiques dans le labo pour mieux servir la population. Que fait le centre génétique humain une fois une anomalie génétique est dépistée dans la famille? Le professeur Dr Lukusa de la République démocratique du Congo répond. Nous avons une équipe de cliniciens qui voient les patients et qui orientent. Ensuite, nous pouvons asseoir ce diagnostic sur des tests génétiques, c'est-à-dire étudier les chromosomes et surtout étudier les gènes et voir s'il y a des mutations qui peuvent expliquer telle ou telle maladie. La troisième étape, c'est une fois que nous savons de quoi il s'agit, que nous avons mis une étiquette et que nous avons trouvé la cause, pouvoir donner les conseils génétiques qu'il faut aux parents. Donc nous avons une consultation de conseils génétiques aussi dans ce centre. Dr Mavinga, une chercheuse dans le domaine de la génétique, révèle qu'il est possible actuellement de connaître l'état de l'enfant en vue de prévenir certaines anomalies comme la drépanocytose ou l'albinisme. Toutefois, étendre le centre génétique dans tous les pays ainsi que disponibiliser les matériels adéquats pour un centre génétique plus moderne reste le défi à relever pour cette expérience dans la République démocratique du Congo. On retrouve à présent Génial Afouda pour la revue de presse Afrique. Chers amis de la revue de presse Afrique sur Sika TV, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro. Première escale du jour, le Sénégal, où le quotidien Enquête dénonce une grande nébuleuse dans la répartition des fonds de concours et de dotation. Modalité du dialogue politique en perspective des élections locales, le parrainage dicte sa loi, écrit en manchette Sud Quotidien. Le journal LAS nous informe qu'un policier a tiré à balles réelles lors d'un accrochage avec des conducteurs de taxi. Autre destination, le Cameroun, où le quotidien Le Jour nous apprend que le ministère de la Santé sanctionne la négligence et le trafic de médicaments. Crise anglophone, on reste avec Le Jour qui nous fait également savoir que le Sénat américain se prononce sur la question. Et parlant toujours de la crise anglophone, la voix du centre nous prévient que le président Paul Biya prend du recul. Une lecture de l'Œil du Sahel nous informe que les populations sont en colère contre le maire de Goulfey. Au Burkina Faso, le journal Le Pays salue la libération des otages. Fraude sur des plaques d'immatriculation. Sidouaya nous apprend que 2 directeurs de la DGTTM sont en prison. On reste à la une de Sidouaya qui informe également que la Banque mondiale accorde 137 milliards au pays dans le cadre des projets de développement. Révision constitutionnelle au Mali, l'Aube révèle les tares de l'avant-projet. Crise scolaire, l'école malienne entre doute et espoir, écrit en première page, le journal Les Échos. Et puis au Togo, des réformes à la sauce. Unir, liberté met l'accent sur les dommages collatéraux. TM Togo Matin, lui, informe ses lecteurs que 9 quartiers de Lomé sont dotés de plus d'une vingtaine d'ouvrages sociaux collectifs. Voilà, c'est sur cette information du Togo que s'achève cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.